Bonjour à tous, la présentation va débuter dans 2 minutes. La présentation va débuter dans 1 minute. Donc, on va maintenant débuter. Bon matin à tous. Bienvenue à la conférence nationale sur la leucémie. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour la présentation de ce matin. Cet événement-là, c'est la troisième fois qu'on le présente. Comme vous pouvez le constater, pour cette année, c'est de façon virtuelle. Donc, tout au long de la semaine, vous allez avoir accès à des outils éducatifs sur la leucémie, mais également à des histoires d'espoir. Et il va y avoir cette semaine un total de 5 web diffusions. Donc, il va être question aujourd'hui de la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique. Donc, ça va être une discussion sur les options de traitement, mais aussi ce que vous pouvez faire pour minimiser l'impact des effets secondaires du traitement de la leucémie myéloïde chronique. Donc, il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, mon nom c'est Joliane Pelletier et je suis la coordonnatrice des services à la communauté pour la région du Québec à la Société de leucémie lymphome du Canada. Donc, je serai la modératrice pour cet événement en ligne. La présentation va être d'une durée d'environ 60 minutes, suivie d'une période de questions. Donc, comme vous pouvez peut-être le constater, votre micro est en sourdine. On est en grand nombre ce matin et c'est possible tout de même de poser des questions, de nous envoyer des commentaires. Je vous inviterai à le faire en cliquant sur la zone questions et on va les lire à la fin à voix haute. Également, la présentation est enregistrée. Donc, si vous souhaitez la revisionner dans les jours suivants, vous allez recevoir un lien par courriel quand elle va être disponible. Donc, à la Société de leucémie et lymphome du Canada, notre mission, c'est de trouver un remède contre les cancers du sang, mais aussi d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par un cancer du sang et de leur famille. Puis, évidemment, nous sommes là pour vous aider. Donc, en ce moment, vous voyez sur vos écrans notre numéro de téléphone, mon courriel, celui de ma collègue Pascal et notre site Internet. Donc, si vous avez un crayon, je vous inviterais peut-être à les prendre en note parce qu'éventuellement, si vous avez reçu un diagnostic de cancer du sang ou si vous êtes le proche d'une personne qui a reçu un diagnostic, mais vous aurez peut-être des questionnements ou besoin de soutien. Puis, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire un réel plaisir d'être là pour vous puis de vous aider. Vous pouvez également aller consulter notre site Internet qui regorge d'outils variés. Donc, vous allez y trouver, entre autres, des feuillets informatifs qui parlent de la maladie, des traitements, mais également des effets psychosociaux qui sont liés au cancer.
Et pour les personnes qui sont peut-être plus visuelles, on a également sur notre site Internet des vidéos éducatives, explicatives qui parlent des cancers du sang, mais également de la gestion des traitements. Puis, toujours sur notre site Internet, donc cancerduSang.ca, c'est possible d'aller dans les archives de nos web diffusions passées. Donc, si ce n'était pas possible pour vous d'assister en direct à l'une d'entre elles, c'est votre chance de retourner pour la visionner. Et on a un tout nouvel outil depuis récemment. Donc, il s'agit de balado, cette fois-ci peut-être pour les personnes qui sont plus auditives. Donc, c'est possible de les trouver sur les applications comme Spotify, Apple ou Anchor. Et le nom de notre chaîne, c'est Parlons des cancers du sang. Donc, je vous invite à peut-être vous y abonner. Comme ça, vous allez recevoir des notifications s'il y a des nouveautés qui s'y ajoutent. Et pour l'instant, c'est possible d'écouter des témoignages de personnes qui vivent avec un cancer du sang, de proches aidants, de survivants, mais aussi des discussions avec des professionnels de la santé sur des sujets liés au cancer du sang. Donc, c'est très intéressant. Et on a bien sûr notre programme de soutien par les pairs. Donc, ce programme, ça consiste à faire un jumelage téléphonique entre une personne, soit qui a reçu un diagnostic ou qui est un proche aidant, et quelqu'un qui est passé par la même situation. Donc, il s'agit de bénévoles formés. Si vous pensez avoir besoin de ce programme, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Et on essaie vraiment de faire les jumelages selon les caractéristiques similaires des deux personnes. Donc, bien sûr, on va jumeler selon le diagnostic, mais également selon, si c'est possible, l'âge, le sexe ou la situation familiale. Puis, c'est vraiment un programme qui est très, très apprécié et aidant pour les personnes qui l'utilisent. Et depuis juin 2020, on a lancé le programme Votre vie après le cancer. Donc, on sait que l'expérience du cancer, c'est vraiment très personnel à chacun, comme toutes les étapes qui suivent le diagnostic. Donc, sur ce site qui est votrevieaprèslecancer.ca, c'est possible de trouver des outils qui vont vous aider un peu à traverser les différentes étapes, soit quand les traitements sont moins actifs ou quand vous êtes en rémission. Et il y a des outils qui sont très, très pertinents, comme on a des livrets qui parlent de comment composer avec la fatigue qui est liée au cancer ou la dysfonction cognitive. Il y a des web diffusions aussi sur des sujets spécifiques et c'est possible de lire des témoignages de personnes qui sont passées par là. Donc, il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière. Il s'agit du docteur José Hébert, qui est hématologue et oncologue au programme de leucémie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle est également professeure de médecine à l'Université de Montréal et directrice du laboratoire cytogénique et de la Banque de cellules leucémiques du Québec et co-directrice de l'OSGEN. Donc, docteur Hébert, je vous laisse la parole. Merci Joliane et bonjour à tous et toutes. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de leucémie myéloïde aiguë. J'en profite d'emblée pour remercier tous mes patients que j'ai traités au fil des années et aussi mon équipe en leucémie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la leucémie myéloïde aiguë? Alors, tout d'abord, c'est une transformation maligne et la prolifération d'une cellule souche ou d'une cellule progénitrice hématopoïétique. Alors, en fait, la leucémie myéloïde aiguë, c'est une maladie de la cellule souche. Alors, on voit dans le schéma à droite ici que nos cellules matures du sang périphérique vont originer d'une cellule souche qui est localisée dans la moelle osseuse. Elle va se différencier en progéniteurs et ces progéniteurs vont se différencier en différentes cellules matures du sang. Alors, la leucémie myéloïde aiguë est une infiltration de la moelle osseuse par des cellules leucémiques et de ce fait, ces cellules leucémiques vont remplacer les cellules matures normales du sang périphérique qui sont les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Et donc, c'est ceci qui va contribuer à la symptomatologie de nos patients qui vont souvent se présenter en général à l'urgence puisqu'il s'agit d'une leucémie aiguë avec des infections, de l'anémie, donc fatigue et essoufflement et des saignements. Alors, voici le plan de ma présentation aujourd'hui.
On va commencer par un bref rappel de l'épidémiologie de la leucémie myéloïde aiguë. On va revoir certains facteurs de risque. Et ensuite, je vais discuter en détail de comment on fait le diagnostic de cette maladie, comment on va établir le pronostic pour vraiment décider de la meilleure approche thérapeutique pour nos patients. Je vais ensuite parler du suivi des patients. On va faire un bref rappel des notions de greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui est un des traitements importants de la leucémie myéloïde aiguë. Et enfin, je vais vous parler de nouvelles thérapies, puisqu'il y a de nombreux développements dans les dernières années et beaucoup de protocoles de recherche clinique en cours. Alors, voici quelques notions d'épidémiologie. Alors, tout d'abord, la leucémie myéloïde aiguë, c'est une maladie rare qui ne représente que 1% des cancers. Alors, on a plus de 19 000 cas aux États-Unis. C'est un chiffre estimé pour 2020. Et c'est un chiffre estimé pour 2020. Et pour les statistiques canadiennes, on a vraiment des chiffres qui sont un peu plus en retard. En fait, on a dénombré plus de 1000 cas en 2016. Alors, l'âge médian au diagnostic est de 68 ans et on voit sur le schéma à droite que le pic d'incidence est de 25,5% entre l'âge de 65 et 74 ans. Alors, la leucémie myéloïde aiguë, c'est la leucémie la plus fréquente chez l'adulte, mais elle représente aussi 20% des leucémies aiguës chez l'enfant. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de progrès à faire dans la thérapie de cette maladie, puisque la survie globale à 5 ans est environ de 28,7%. Mais on voit en bas à droite vraiment qu'au fil des années, grâce aux thérapies de support et aussi aux nouvelles thérapies, on a une nette amélioration progressive de la survie chez nos patients. Alors, quels sont les facteurs de risque? Alors, l'âge est un facteur de risque. Plus on est âgé, plus on a de chances d'avoir une leucémie myéloïde aiguë. Mais on sait maintenant aussi que l'exposition à certaines substances, comme le tabac, est aussi un facteur de risque. Alors, la leucémie myéloïde aiguë peut aussi survenir chez une minorité de patients qui ont été traités antérieurement pour un cancer avec de la chimiothérapie et ou une radiothérapie. Enfin, il y a certaines maladies hématologiques qui entraînent un risque accru de leucémie myéloïde aiguë. Par exemple, les syndromes myélodysplasiques, les néoplasies myéloprolifératives et l'aplasie médulaire. Alors, dans les dernières années, grâce au progrès de séquençage du génome, on a identifié plusieurs facteurs de risque au niveau familial. Il s'agit d'une minorité de patients, mais maintenant, on reconnaît qu'il y a plusieurs mutations dans différents gènes. Par exemple, on voit le gène ici RUNX1, le gène TP53, dont je vais parler plus tard dans la présentation, qui peuvent augmenter le risque d'avoir une leucémie myéloïde aiguë. De même, on a certains syndromes génétiques, par exemple le syndrome de Down ou appelé la trisomie 21, qui vont augmenter le risque d'avoir cette maladie. Alors, comment on fait le diagnostic de la leucémie myéloïde aiguë? Alors, tout d'abord, en général, notre patient peut arriver via l'urgence et on va faire un questionnaire détaillé au niveau de ses antécédents personnels, sa symptomatologie. Est-ce que le patient est fatigué? Est-ce qu'il saigne? Est-ce qu'il a des infections? Et on peut savoir aussi que la leucémie myéloïde aiguë, dans un pourcentage assez faible de cas, peut se présenter avec des atteintes différentes, par exemple des symptômes neurologiques comme des maux de tête, des lésions au niveau de la peau, par exemple.
On va ensuite faire évidemment une histoire familiale pour voir s'il y a des patients qui ont eu des cancers hématologiques dans la famille et on va procéder à un examen physique complet. Par la suite, débutent les tests de laboratoire. Alors, on va commencer par une simple formule sanguine complète, mais on va tout de suite aller rapidement voir le frottis sanguin au microscope. Et j'ai mis un exemple à droite ici d'un frottis sanguin de patients atteints de leucémie myéloïde aiguë, où on voit ces grandes cellules-ci qui nous orientent vers un diagnostic de leucémie aiguë. On va procéder évidemment à des analyses biochimiques complètes, un typage HLA si on suspecte qu'on a une leucémie aiguë, puisqu'on pense déjà que la greffe pourrait être une des options thérapeutiques. On va vérifier les paramètres de coagulation, puisque ces patients peuvent se présenter avec des saignements. Et ensuite, on va procéder à l'examen diagnostique qui est l'aspiration de la moelle osseuse qui peut s'effectuer au niveau du bassin, sur les crêtes iliaques ou au niveau du sternum. Alors, on va compléter l'investigation de la maladie par des sérologies pour dépister certains virus, parce qu'évidemment, si le patient est déjà immunocompromis, ceci pourrait modifier l'orientation de la thérapie. Et enfin, on va compléter avec un bilan pour vérifier si on a une atteinte pulmonaire, par exemple une infection, et on va évaluer la fonction cardiaque qui est essentielle étant donné que le patient va recevoir une chimiothérapie intensive. Enfin, si notre patient se présente avec des symptômes neurologiques, comme par exemple des troubles visuels, des engourdissements au niveau des membres, des maux de tête, on pourrait procéder chez ces patients à une imagerie par résonance magnétique cérébrale et ou à une ponction lombaire pour évaluer le liquide céphalorachidien, puisque chez certains patients, la leucémie myéloïde aiguë peut infiltrer le système nerveux central. Et en dernier, nous allons informer le patient sur la cryopréservation parce qu'évidemment, notre chimiothérapie intensive pourrait avoir un impact sur la fertilité du patient. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'étude morphologique qui est essentielle pour faire un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë. Et cette évaluation va nous permettre de la classifier en différents sous-types morphologiques. Alors, voici sur l'écran ici un frottis de moelle osseuse d'un patient atteint de leucémie myéloïde aiguë. Et on voit tout de suite que la moelle osseuse est envahie par ces grandes cellules immatures qui vont aller finalement prendre la place des cellules normales de la moelle osseuse, que sont les précurseurs normaux des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Alors, en général, pour faire un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë, on doit avoir 20% et plus de ces cellules blastiques. Par contre, ce critère n'est pas toujours rencontré ou nécessaire dans certains sous-types génétiques. Et si, par exemple, on a une présentation de la leucémie à l'extérieur de la moelle osseuse, par exemple au niveau de la peau ou même des ganglions. Lors de cette aspiration médulaire chez le patient, on va prélever quelques millilitres de moelle osseuse pour compléter le bilan et on va faire différentes analyses. Alors, la première, c'est qu'on va évaluer les protéines de surface des cellules leucémiques par une technique appelée cytométrie en flux pour voir quels antigènes vont exprimer nos cellules leucémiques. Et on va le voir plus tard, ceci va être important puisque certains de ces antigènes seront une cible de nouvelles thérapies. Par la suite, dans ces quelques millilitres, on va envoyer de la moelle dans un laboratoire de cytogénétique pour procéder à l'étude des chromosomes.
Alors, on va faire des analyses génétiques et ces analyses génétiques sont de deux types. Tout d'abord, le karyotype et ensuite les mutations en biologie moléculaire. Alors, je vous ai mis sur cette diapositive un exemple de karyotype effectué chez une patiente atteinte de leucémie myéloïde aiguë, où les chromosomes sont classés par paire. Et ce qu'on peut remarquer pour un œil avisé, c'est qu'il y a un échange de matériel chromosomique entre le chromosome 8 ici et le chromosome 21. Donc, il y a une partie du chromosome 8 qui est allée se localiser sur le chromosome 21. Et ceci va entraîner la fusion de deux gènes, qui est un mécanisme très important pour entraîner une leucémie myéloïde aiguë. On a même des techniques plus rapides que l'on appelle le FISH pour Fluorescent In Situ Hybridization, où on va même coupler chacun des deux gènes impliqués avec des sondes fluorescentes. Par exemple, ici, on a un gène qui est couplé à une sonde fluorescente verte et l'autre à une sonde fluorescente rouge. Et voici la configuration d'une cellule normale. Par contre, chez notre patiente, ici, on a non seulement le signal normal, mais ici, on voit deux signaux où le signal vert et le signal rouge se sont fusionnés. Et lorsqu'on a un grand nombre de ces cellules, ceci est diagnostic de la translocation. Et à ce moment-là, ça nous permet d'établir non seulement le diagnostic, mais aussi le pronostic de la leucémie. Alors, ceci s'appelle le karyotype. Alors, actuellement, la leucémie myéloïde aiguë est divisée en de très nombreux sous-groupes cytogénétiques. Il y a plus d'une centaine d'anomalies cytogénétiques et elles sont très importantes pour établir le pronostic. Alors, voici ici une étude qui a été publiée en 2010 sur plus de 5800 patients, où chacun des patients a été classifié au niveau cytogénétique et on voit très bien les différences de survie ici à 10 ans chez ces patients. Par exemple, en gris, les patients qui avaient une translocation 15-17, on va parler de cette leucémie-là aujourd'hui, avaient une survie de plus de 80 %. Par contre, les patients en turquoise qui avaient une anomalie du chromosome 3 ont seulement 3 % de survie à long terme. Et évidemment, entre les deux, on a toute une gamme de différents survies qui sont associées à l'anomalie cytogénétique spécifique. Alors, heureusement, depuis cette publication-là, chacune des courbes a augmenté et, par exemple, pour les groupes ici favorables, on a une augmentation de près de 15 % de la survie à 5 ans. Ensuite, on va étudier en biologie moléculaire les mutations au niveau des cellules leucémiques. Alors, ces mutations-là vont contribuer à établir le pronostic, mais elles sont aussi des cibles thérapeutiques pour plusieurs nouveaux traitements. Alors, depuis qu'on a séquencé plusieurs génomes de patients atteints de leucémie myéloïde aiguë, on sait que chaque patient peut avoir environ 13 mutations dans ses cellules leucémiques. Alors, dans un laboratoire diagnostique de routine, on ne va pas nécessairement étudier toutes les mutations, mais on va aller étudier les mutations qui sont essentielles pour établir le pronostic du patient et pour son traitement. Et en général, c'est un ensemble d'environ 10 mutations. Alors, tout d'abord, on voit sur le schéma une mutation qu'on appelle FLT3 et ce gène est muté dans près de 40 % des patients atteints de leucémie. Malheureusement, pour ces patients, il y a un risque augmenté de rechute. Toutefois, on a maintenant, depuis 2017, de nouveaux traitements qui vont aller cibler cette mutation. La deuxième mutation,
NPM1 est une mutation retrouvée dans le tiers des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë et lorsqu'elle est isolée, elle confère un pronostic qui est plutôt favorable pour le patient. Donc, on a environ plusieurs mutations comme ça. J'ai ici signalé les mutations dans 2 gènes que l'on appelle IDH1, IDH2, puisqu'on a de nouvelles thérapies qui ont été développées et qui ciblent ces 2 mutations dans les dernières années. Donc, la leucémie myéloïde aiguë est un cancer très hétérogène. Et donc, pour les chercheurs qui tentent de trouver une médecine ou des traitements de précision pour cette maladie où on a plus de 200 anomalies génétiques, c'est tout un défi. Alors, on a vu qu'on avait le karyotype et aussi les mutations. Et on doit, pour finaliser le diagnostic du patient, de faire un lien entre les deux. Par exemple, notre patiente tout à l'heure qui avait une translocation entre 2 chromosomes 8 et 21 peut aussi avoir différentes mutations. Et par exemple, certaines de ces mutations peuvent augmenter le risque de rechute de cette patiente. Il y a d'autres mutations, par exemple FLT3, si elles sont présentes, elles vont modifier le traitement que nous allons choisir pour le patient. Finalement, l'Organisation mondiale de la santé a publié en 2017 une nouvelle classification des leucémies myéloïdes aiguës. Et dans le fond, on va aller combiner l'examen microscopique des cellules leucémiques, le karyotype avec l'anomalie des chromosomes, les mutations en biologie moléculaire, et ça va nous permettre de classifier les LMA en différents sous-types et de choisir le traitement le plus approprié pour chacun des patients. Et ça nous donne donc plusieurs types de leucémie myéloïde aiguë. Alors, je vais débuter par un type qui est la leucémie promyélocitaire aiguë, qui est vraiment une maladie très spécifique et qui nous démontre toute l'évolution des traitements dans les leucémies. Alors, cette leucémie représente environ 10% des leucémies myéloïdes aiguës. Et c'est une urgence hématologique, puisque ces patients peuvent avoir des risques élevés de saignement dès le diagnostic de la leucémie et au cours des 2 à 3 semaines suivantes. Alors, on doit, dès que l'on suspecte cette maladie à l'urgence, débuter un traitement spécifique avec des transfusions de produits sanguins pour corriger les anomalies de coagulation, pour corriger la thrombopénie avec des transfusions de plaquettes. Et on va commencer un médicament que l'on appelle l'ATRA, qui est un dérivé de la vitamine A qui se donne par voie orale. C'est le traitement spécifique de cette maladie. Et c'est important de faire un diagnostic très rapide, puisque lorsque cette leucémie est dépistée rapidement et traitée rapidement, on a un très haut taux de guérison. Alors, dès que à l'urgence, on a établi ce diagnostic-là, dans les premières heures, on a débuté le traitement, on va faire un diagnostic génétique pour aller confirmer que c'est bien cette leucémie-là, puisqu'elle a un traitement qui est vraiment très particulier. Alors, cette leucémie, en effet, est caractérisée par un marqueur génétique bien étudié, qui, en fait, est une translocation en 2 chromosomes, le chromosome 15, où se localise le gène PML, et le chromosome 17, où se localise le gène RARA, qui est le récepteur de l'acide rétinoïque. Et donc, c'est pour ça que finalement, lorsqu'on a une fusion entre ces 2 gènes, ces patients vont répondre à un dérivé de l'acide rétinoïque
par voie orale et c'est vraiment le seul type de leucémie pour lequel ce traitement actuellement est utilisé. Alors, j'ai mis une image à gauche d'un patient avec ce type de leucémie. On voit de grandes cellules promyélocitaires anormales avec des granules et c'est une morphologie qui est assez caractéristique. Alors, une fois qu'on a évidemment déjà débuté notre traitement, confirmé l'anomalie génétique, bien évidemment, on va poursuivre le traitement de ces patients et on va aller ici établir le risque des patients. Alors, on a deux types de leucémie promyélocitaire aiguë basée sur, de façon très simple, le taux de globules blancs. Alors, lorsque les patients ont des globules blancs inférieurs ou égal à 10 fois 10 exposant 9 par litre, il s'agit d'un risque standard, alors que si les globules blancs sont plus élevés, le risque est plus défavorable et on va modifier la thérapie en fonction du nombre de globules blancs au diagnostic. Alors, depuis quelques années, les patients qui ont une leucémie promyélocitaire aiguë à risque standard vont bénéficier d'un traitement qui combine l'ATRA par voie orale avec de l'arsenic intraveineux, qui est un traitement extrêmement efficace pour cette condition. Et c'est un traitement qui, lorsqu'il est donné dans des conditions sécuritaires, est vraiment relativement bien toléré. Alors, on va débuter par un cycle d'induction qui va toujours se faire dans un milieu hospitalier avec l'arsenic et le dérivé de la vitamine A pour ensuite atteindre une rémission morphologique complète. Une fois la rémission obtenue, le patient aura 4 cycles de consolidation et dans certains milieux bien spécialisés comme le nôtre, ces cycles peuvent être donnés en externe. On va donc vérifier si après 3 cycles de consolidation, le marqueur génétique, c'est-à-dire la fusion PML-RARA est maintenant résolu et évidemment, on va ensuite procéder au dernier cycle de consolidation. Pour les patients qui ont un risque élevé avec des globules blancs élevés, on va aussi donner l'acide altrans-rétinoïque, mais on va le donner cette fois-ci avec une chimiothérapie de type anthracycline, avec ou sans arsenic en induction. On va suivre le traitement avec 2 à 3 cycles de consolidation et ces patients vont avoir en général une maintenance de 2 ans avec une chimiothérapie par voie orale. Voici la survie de cette maladie. Je veux juste vous rappeler que dans les années 80, on avait une survie environ de 30 à 40 pour cette leucémie qui est très agressive. Et maintenant, avec un traitement qui combine l'acide altrans-rétinoïque et l'arsenic, on guérit plus de 97 de nos patients qui ont un risque standard. C'est la courbe bleue ici qui approche les 100 %. Alors, on voit vraiment que la recherche clinique a amené des résultats vraiment extrêmement intéressants pour nos patients qui sont atteints de cette leucémie. Par contre, on a un autre groupe de patients qui représente 90 % de nos patients atteints de leucémie myéloïde aiguë, pour lesquels on doit vraiment bien établir le pronostic. Et pour ce faire, on a un panel d'experts en 2017 qui a fait des recommandations et on va donc établir le pronostic des leucémies myéloïdes aiguës en 3 grands groupes, soit le groupe favorable, le groupe intermédiaire ou défavorable. Alors, pour bien classifier notre patient, ici, on a besoin donc des analyses cytogénétiques,
donc les diverses anomalies des chromosomes que j'ai mentionnées précédemment, et aussi des anomalies moléculaires. Donc, on voit par exemple que certains patients vont être classés dans le groupe favorable lorsqu'ils ont par exemple 2 types de translocation ou bien des mutations comme par exemple la mutation NPM1 ou dans un autre gène qu'on appelle CEBPA. Par contre, certains patients qui ont d'autres anomalies génétiques vont être classés dans un groupe défavorable. La même chose s'ils ont aussi certaines anomalies dans des gènes, des mutations, par exemple dans le gène FLT3, RUNX1, ASXL1 et TP53. Alors, ça va être très important d'établir ce pronostic-là, mais évidemment, notre patient qui s'est présenté à l'urgence, on a déjà débuté des traitements de support et particulièrement si son taux de globules blancs est très élevé, on doit débuter rapidement notre traitement d'induction avec une chimiothérapie. On doit aussi corriger les paramètres de coagulation pour éviter des saignements majeurs. Tel que mentionné précédemment, on va évaluer le système nerveux central selon la symptomatologie de notre patient. Et déjà, on doit évaluer si le patient peut recevoir une chimiothérapie intensive basée sur des critères tels que son âge et aussi sa condition médicale, ce que l'on appelle les comorbidités, avec une évaluation cardiaque, hépatique et rénale. Enfin, on va évaluer le pronostic. L'âge est un facteur de pronostic important. Malheureusement, le pronostic est moins bon chez les patients en haut de 60 ans. On va évaluer les antécédents de maladies hématologiques et les analyses génétiques décrites précédemment. Alors, voici les principes de traitement de la leucémie myéloïde aiguë chez nos patients pour lesquels on a choisi un traitement intensif. Alors, premièrement, le patient a un traitement que l'on appelle l'induction, qui est effectué dans un milieu hospitalier, qui est la première phase du traitement. Et ici, on veut atteindre une première rémission complète. Donc, un premier objectif très important pour le patient. Ensuite, pour cette induction-là, le patient va donc débuter 1 à 2 cycles d'une chimiothérapie à base de cytarabine en infusion pour 7 jours et une autre chimiothérapie appelée l'anthracycline pour 3 jours, ce que l'on appelle le régime 7+3. C'est un régime qui est donné pour les leucémies myéloïdes aiguës depuis les années 75. Par contre, dans les dernières années, avec les études récentes qui ont été publiées, on peut ajouter une autre molécule que l'on appelle le midostaurin pour les patients qui ont les mutations du gène FLT3. On a aussi maintenant une nouvelle thérapie que l'on appelle le Minotarg pour les patients qui vont exprimer à la surface des cellules leucémiques un marqueur que l'on appelle le CD33. Donc, en général, on va effectuer une aspiration de la moelle osseuse au jour 14 ou au jour 21. Et si, malheureusement, il y a une persistance de cellules blastiques dans la moelle, on va procéder à un deuxième cycle de chimiothérapie. Donc, le patient est en général hospitalisé pour une période d'environ 4 semaines où il aura besoin de transfusions, souvent d'antibiotiques s'il fait de la fièvre, pour pouvoir récupérer de cette chimiothérapie d'induction. Et ensuite, on va procéder à une aspiration de moelle osseuse pour vérifier si une réponse complète a été obtenue. Alors justement, cette rémission complète est vraiment un critère pronostic très important. Quels sont les taux de rémission complète
avec le régime standard que l'on appelle le 7+3 avec nos 2 types de chimiothérapie? Eh bien, ça dépend de la génétique et aussi de l'âge des patients. On peut avoir des taux de rémission complète jusqu'à 85%, par exemple, chez nos patients en bas de 60 ans qui ont une génétique favorable. Par contre, les taux de rémission complète sont plus bas chez les patients âgés. Alors, pour appeler une rémission complète au niveau de la moelle osseuse, on doit avoir en bas de 5% de cellules blastiques au microscope, mais on doit aussi évaluer tous les autres sites qui étaient positifs au départ. C'est-à-dire que s'il y avait des lésions de peau, elles doivent être maintenant résolues. On doit avoir une absence de blastes au frottis sanguin au microscope et on doit avoir une récupération des neutrophiles et des plaquettes à la formule sanguine complète. Mais maintenant, on a certains nouveaux critères où parfois les patients peuvent rencontrer le critère en bas de 5% de blastes, mais n'ont pas tout à fait les neutrophiles et les plaquettes qui sont revenus à la normale, ce que l'on appelle la rémission complète avec récupération hématologique incomplète. Une fois que le patient est en rémission complète, on va procéder, lorsque l'on a décidé pour lui un traitement intensif, à la consolidation ou ce que l'on appelle la thérapie post-rémission, qui est la deuxième phase du traitement et qui a pour objectif de garder notre patient en rémission complète à long terme. Cette consolidation peut se faire en milieu hospitalier, mais elle peut se faire aussi en externe si les ressources sont disponibles, ce qui est idéal pour le patient. Alors, en général, on va procéder à 2 à 4 cycles de chimiothérapie avec un des 2 composés de chimiothérapie que l'on appelle la cytarabine. On va donner un cycle par mois où le patient peut être orienté vers une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques selon différents critères que je vais présenter aujourd'hui. Alors, l'indication d'allogreffe va dépendre évidemment du risque de mortalité de la greffe chez notre patient, mais aussi du risque de rechute s'il n'est pas greffé. Alors, voici un résumé de consolidation qui sont effectuées chez les patients âgés de moins de 60 ans ou de plus de 60 ans. Alors, pour un patient qui a un risque favorable, selon le karyotype et les mutations, on va procéder à 3 à 4 cycles de cytarabine à dose intermédiaire ou élevée. Et ensuite, le traitement de la leucémie sera complété. Pour nos patients qui ont un risque défavorable, en général, on pourra effectuer un cycle de consolidation, mais ça ne sera pas suffisant pour avoir une rémission complète durable et on va donc orienter le plus tôt possible notre patient vers une greffe de cellules souches allogéniques. La décision est plus complexe pour nos patients de risque intermédiaire où on va en général donner 3 à 4 cycles de cytarabine à dose intermédiaire ou procéder à une greffe de cellules souches allogéniques. Et cette décision peut être difficile pour nos patients. Elle va être basée sur plusieurs critères que je vais présenter ultérieurement. Pour nos patients âgés de plus de 60 ans, qui représentent la majorité des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë, chez les patients qui ont un risque favorable, on va aussi procéder à des consolidations avec la cytarabine. Mais pour les patients qui ont un risque intermédiaire et défavorable, actuellement, il y a beaucoup de place à amélioration et il y a plusieurs protocoles de recherche clinique qui sont en cours pour améliorer l'évolution de ces patients. On doit aussi considérer
chez nos patients qui sont très bien cliniquement et qui ont jusqu'à 70 ans l'allogreffe d'intensité réduite. Alors, la thérapie de support est vraiment très importante et a contribué dans les dernières années à améliorer la survie des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. Alors, tout d'abord, évidemment, dès l'arrivée du patient, on va procéder à un support transfusionnel, la prévention et le traitement des nausées et vomissements, prévention des infections. On va aussi faire la prévention et le traitement d'un syndrome que l'on appelle la lyse tumorale. En fait, la lyse tumorale peut survenir à l'induction lorsque l'on va détruire les cellules leucémiques. Elles peuvent libérer certains produits qui sont toxiques, qui peuvent entraîner une insuffisance rénale et d'autres complications. Et on a de très bons moyens de prévenir cette complication-là. On va traiter rapidement avec des antibiotiques les infections. Plusieurs patients auront besoin d'un suivi nutritionnel et d'un support psychologique qui est très important. Et enfin, pour la consolidation, on va avoir certains traitements, comme par exemple des gouttes ophtalmiques pour prévenir des conjonctivites chimiques reliées à la cytarabine à haute dose et aussi des facteurs de croissance pour tenter de diminuer la durée de neutropénie. Alors, des traitements de support vraiment très importants et qui ont contribué à augmenter la survie des patients et aussi leur qualité de vie. Alors, un des syndromes qui peut arriver, c'est le syndrome de différenciation. Alors, par exemple, avec certaines thérapies, comme celle que j'ai décrite pour la leucémie promyélocitaire aiguë, avec l'arsenic et l'ATRA, ces patients-là peuvent avoir une différenciation de leurs cellules anormales en cellules normales et ça peut causer certains symptômes. Et ces symptômes-là, ce sont vraiment des symptômes qui peuvent être très différents, allant par exemple de la fièvre à des édèmes, le gain de poids, etc. Et donc, l'infirmière ou le médecin doit être très à l'affût de la possibilité de ces symptômes-là pour vraiment les traiter rapidement. En général, on les traite avec des corticostéroïdes et si nécessaire, on doit arrêter temporairement le traitement le temps que la situation clinique s'améliore pour le reprendre ensuite. Pour nos patients qui ne sont pas candidats à un traitement intensif, alors je rappelle qu'une bonne proportion de nos patients avec leucémie myéloïde aiguë auront plus de 70 ans au diagnostic et donc ces patients ne pourront pas être éligibles à une chimiothérapie intensive pour certains d'entre eux. D'autres ne pourront évidemment pas tolérer ces traitements. Alors évidemment, les protocoles de recherche clinique qui sont disponibles pour ces patients sont une des possibilités que l'on doit offrir à nos patients. L'autre possibilité, c'est de les traiter avec un agent que l'on appelle un agent hypométhylant, l'azacitidine, avec des taux de rémission complète d'environ 28%. Les autres traitements, que ce soit par exemple la cytarabine à faible dose, l'hydréa, le support transfusionnel, sont des thérapies plutôt à visée palliative. Et de façon intéressante, on a de nouvelles avenues thérapeutiques pour ces patients qui offrent un nouvel espoir dont je vais parler vers la fin de la présentation. La maintenance. Alors, une fois que notre patient a terminé ses cycles de consolidation et qu'il n'est pas orienté vers une allogreffe, on va maintenant faire un suivi. Et jusqu'à maintenant, la maintenance ne faisait pas partie du traitement standard de la leucémie myéloïde aiguë. Mais maintenant, aux États-Unis, et on espère possiblement au Canada, éventuellement, on a de nouvelles options
une nouvelle option thérapeutique que l'on appelle l'azacitidine, mais par voie orale. En général, après la consolidation, on doit faire un suivi de la formule sanguine à chaque 1 à 3 mois pour 2 ans, puis à chaque 3 à 6 mois pour 3 années supplémentaires. Alors, selon les résultats de la formule sanguine, l'aspiration de la moelle osseuse pourra être vérifiée au besoin et on va suivre évidemment certaines des complications survenues lors de la thérapie. La greffe de cellules souches hématopoïétiques est une option importante de traitement à visée curative qui peut être considérée chez les patients jusqu'à l'âge de 70 ans. Évidemment, à 70 ans, on a un régime qui est moins intensif, donc pour qu'il soit plus facilement toléré à cet âge-là. Je vous rappelle qu'on a différents types de donneurs. Ça peut être des donneurs familiales, non apparentés, ou ce que l'on appelle la greffe haplo-identique ou semi-identique, et qu'il y a différents types de cellules souches, soit au niveau du sang périphérique, de la moelle ou du sang de cordon, ainsi que différents régimes de préparation, soit myélo-ablatifs ou d'intensité réduite. Alors, la greffe de cellules souches va être vraiment efficace. Et pourquoi elle va être très efficace chez nos patients qui ont un risque plutôt intermédiaire ou défavorable? C'est que cette efficacité-là est reliée non seulement au régime de préparation de la greffe, qui est une forme de chimiothérapie avec ou sans radiothérapie, qui a donc un effet antileucémique, mais aussi aux cellules immunologiques. Par exemple, les lymphocytes T du donneur qui ont un effet que l'on appelle greffon contre la leucémie. Malheureusement, on n'a pas seulement un effet du greffon contre la leucémie, on peut avoir une complication de la greffe que l'on appelle la maladie du greffon contre l'autre ou graft versus host disease. Elle peut être aiguë ou chronique. Et on doit bien évaluer ce risque chez nos patients avant d'avoir une décision finale sur le bénéfice potentiel d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Par exemple, on va aller regarder l'âge du receveur et du donneur, la source de greffon. On va aller regarder est-ce qu'on a un typage HLA qui est très parfait entre le donneur et le receveur et aussi le régime de préparation. Et on doit évaluer les facteurs de risque de la maladie du greffon contre l'autre. Et ceci va être expliqué au patient lors de sa visite en greffe. Alors, la complication que l'on appelle la maladie du greffon contre l'autre peut être soit aiguë ou chronique et elle va atteindre différentes parties de l'organisme, comme par exemple la peau, le foie, le système digestif. Et on a différents traitements, en particulier des stéroïdes, des immunosuppresseurs, mais maintenant, on a plusieurs autres approches thérapeutiques qui ont été développées dans les dernières années pour tenter de diminuer cette complication importante de la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Quand va-t-on considérer la greffe chez nos patients? Alors, en général, on va évaluer cette possibilité chez nos patients lorsque le risque de rechute, s'il n'est pas greffé, et donc avec une chimiothérapie seule, est de plus de 35 à 40 %. Donc, chez nos patients qui ont un risque génétique favorable, on ne va pas les référer en greffe de cellules souches hématopoïétiques. On va aussi regarder, évidemment, plusieurs facteurs, soit l'âge du patient, sa condition clinique, quel type de donneur il peut avoir et quel est son risque génétique. Évidemment, c'est une décision que l'on prend en équipe et avec le patient parce que le taux de mortalité relié à la greffe peut aller de 10 à 15 % et aussi que l'incidence
de la réaction de greffant contre l'autre peut aller de 30 et même jusqu'à 50 pour la réaction du greffon contre l'autre chronique. Et évidemment, avec la rechute, la maladie du greffon contre l'autre est une des causes de décès dans les mois suivant la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors, comment on peut avoir des rechutes? Alors, en général, on a mentionné en début de présentation que la leucémie myéloïde aiguë originait d'une cellule souche leucémique. Et malheureusement, cette cellule souche leucémique peut être résistante aux différents traitements. Et c'est une cause importante de décès dans la leucémie myéloïde aiguë. Alors, la majorité des rechutes dans cette maladie vont survenir en dedans de 2 à 3 ans et vraiment très rarement après 5 ans. Alors, chez ces patients, le but du traitement va être de tenter d'obtenir une deuxième rémission complète et si le patient est éligible, on va procéder à une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors, on n'a pas de traitement ou de protocole de chimiothérapie qui est idéal pour les rechutes et à ce moment-ci, c'est une importante avenue dans les protocoles de recherche clinique. Alors, pour faire le choix de la meilleure thérapie de réinduction, si notre patient a une rechute, évidemment, on va regarder l'âge, on va regarder sa condition clinique, la fonction de ses organes comme le foie, le rein, le cœur. On va regarder s'il est éligible à l'allogreffe. Enfin, on va regarder si le temps de rémission a été court ou a été plus d'1 an, par exemple. Et de façon vraiment importante, on va regarder la génétique des cellules leucémiques parce que maintenant, on a de nouvelles thérapies qui peuvent être ciblées à certaines anomalies génétiques lors de la rechute. Justement, les nouvelles thérapies. Alors, je dois vous dire que des années 75 aux années 2017, on avait vraiment un traitement basé sur le régime 7+3 dans la leucémie myéloïde aiguë. Et déjà en 2017, le FDA américain avait approuvé 4 nouveaux médicaments en 1 an. Et en plus, on avait plusieurs autres thérapies qui sont très prometteuses. Et donc, je dois dire que depuis 2017, on assiste à une nouvelle évolution ou révolution de nos traitements dans la LMA. Alors, juste pour vous mentionner qu'on a certainement 7 nouvelles thérapies qui ont été approuvées par le FDA entre 2017 et 2020 pour des patients qui sont nouvellement diagnostiqués. Alors, j'ai mis à gauche ici, avec une flèche, les traitements qui sont disponibles de façon courante au Québec. Par exemple, le midostaurin, qui va être utilisé pour les LMA avec des mutations du gène FLT3 qui peuvent représenter de 30 à 40 des LMA et qui va augmenter la survie chez ces patients. On a aussi le Mylotarg, qui est un anticorps thérapeutique qui va aller cibler l'antigène de surface CD33 et qui est particulièrement intéressant à utiliser avec une chimiothérapie intensive chez nos patients de risque favorable et intermédiaire. On a aussi une nouvelle forme de chimiothérapie que l'on appelle le CPX 351, qui peut être utilisé dans 2 types de leucémie qui sont de très mauvais pronostics, la leucémie myéloïde aiguë reliée à la thérapie et reliée au changement myélodysplasique. Et enfin, un des agents très importants, très prometteur, qui est le Venetoclax, qui se donne par voie orale avec l'azacitidine sous-cutanée, donc un agent hypométhylant, et qui actuellement est accepté par le FDA américain
pour les patients âgés de 75 ans ou plus ou qui sont inéligibles à une chimiothérapie intensive. Alors, le taux de rémission complète chez ces patients est passé de 28 à 66,4 dans une thérapie combinant le vénétoclax oral avec des injections sous-cutanées d'acétidine. Et même cette induction peut être donnée avec beaucoup de surveillance, mais en clinique externe spécialisée. Donc, je dirais une révolution. Le vénétoclax n'est pas encore approuvé par Santé Canada. Il peut être obtenu dans certains programmes d'accès spéciaux, dans certaines institutions au Québec. De façon intéressante, on sait maintenant déjà depuis 2020, donc, que le vénétoclax, la réponse au vénétoclax est très reliée aux anomalies génétiques. Par exemple, les patients qui ont des mutations dans le gène NPM1 ou dans le gène IDH2 ont une survie qui est nettement supérieure aux patients qui n'ont pas ces mutations-là. Par exemple, ici, s'ils ont une mutation d'IDH2, 80% des patients vont survivre à 2 ans et plus. Donc, évidemment, c'est une des autres raisons maintenant d'effectuer les analyses génétiques au diagnostic pour évaluer le meilleur traitement. Enfin, dans les thérapies approuvées par le FDA depuis 3 ans pour un nouveau diagnostic, on a 3 autres molécules, dont une molécule orale, l'ivosidenib, qui inhibe les mutations IDH1, qui est indiquée aux États-Unis chez les patients âgés de 75 ans et plus, ou ceux qui ne peuvent pas être éligibles à une chimiothérapie intensive, avec des taux de réponse complète d'environ 42 %. On a aussi, évidemment, ici le Glasdégib, qui est maintenant récemment disponible au Canada, qui est un inhibiteur de la voie Hedgehog, une voie de signalisation qui est dérégulée dans les leucémies aiguës myéloïdes. On combine cette molécule orale à la cytarabine à faible dose, indiquée aussi chez les patients qui sont soit inéligibles à une chimiothérapie intensive ou qui sont âgés de 75 ans et plus. Et ce médicament a augmenté le taux de rémission complète par rapport à la cytarabine à faible dose seule. Enfin, le 7e médicament approuvé aux États-Unis depuis 2017, qui est un médicament donné oralement, l'azacétidine orale, est maintenant indiqué pour les maintenances après avoir atteint une rémission complète après l'induction chez les patients qui ne sont pas éligibles à une thérapie curative intensive, comme par exemple l'allogreffe, et on a démontré une augmentation de survie médiane chez ces patients. Et donc, évidemment, ce médicament vient tout juste d'être approuvé aux États-Unis en septembre 2020. Donc, on a aussi de nouveaux traitements pour la leucémie adulte en rechute ou réfractaire qui ont été approuvés, dont le Milotar, qui se donne par voie intraveineuse avec une chimiothérapie intensive et qui est disponible au Canada. On a aussi des inhibiteurs des mutations IDH1 et IDH2 qui peuvent être donnés en agent simple chez ces patients lorsqu'ils sont en rechute ou réfractaire, et un médicament vraiment important, le gilteritinib ou Xospata, qui se donne de façon orale, qui est un inhibiteur des mutations FLT3. Ces mutations sont présentes dans un grand pourcentage des patients et en fait, on peut l'utiliser chez les patients en rechute réfractaire avec vraiment des taux de réponse complète qui sont de 34 %, ce qui est le double de taux de rémission complète chez les patients qui avaient une chimiothérapie lors de la rechute. Et ce médicament est maintenant disponible chez nos patients. On voit évidemment que les taux de réponse complète ne sont pas pleinement satisfaisants, ni les survies médianes, et actuellement, il y a de très nombreuses
études qui sont en cours et où on va essayer de découvrir des combinaisons de traitements plus efficaces, que ce soit chez nos patients qui ont une génétique défavorable ou nos patients qui sont non éligibles à une thérapie intensive ou nos patients qui sont en rechute, parce qu'actuellement, les molécules données en agent simple ne donnent pas des résultats pleinement satisfaisants. Donc, on doit améliorer ces résultats. On veut aussi développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour diminuer les rechutes post-greffe chez les patients à haut risque. Alors, ces deux objectifs sont vraiment l'objet de très nombreuses études de recherche clinique en leucémie myéloïde aiguë. On veut aussi, avec des tests en laboratoire, mieux orienter le patient. Donc, par tel patient avec telle anomalie génétique, quel sera son meilleur traitement pour avoir une survie de plus en plus améliorée? Et donc, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Alors, on a de très nombreuses approches thérapeutiques dans la LMA, donc plusieurs médicaments dans différentes catégories. Par exemple, des inhibiteurs de certaines kinases qui sont en développement, de nouveaux traitements épigénétiques, de nouvelles chimiothérapies. On a des médicaments qui vont réguler l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée. Le venetoclax en est un très bon exemple, mais maintenant on l'étudie en combinaison avec différentes autres molécules pour tenter de diminuer la résistance. Enfin, on a des traitements qui ciblent le micro-environnement et différents traitements d'immunothérapie, que ce soit des anticorps monoclonaux, des vaccins thérapeutiques ou les CAR-T. Alors, un mot pour vous dire que l'immunothérapie dans la leucémie myéloïde aiguë est vraiment à son tout début, puisqu'on a un seul anticorps thérapeutique qui est accepté et qui va aller cibler le CD33, le Milotaire. Donc, il y a plusieurs études qui visent à développer de nouveaux anticorps thérapeutiques dans la LMA, développer des vaccins. Mais ce qui est important à mentionner, c'est que les cellules immunitaires chez nos patients traités pour LMA peuvent être dysfonctionnelles et donc ça rend moins efficace certaines thérapies. Par contre, actuellement, il y a des études qui vont combiner l'immunothérapie avec d'autres molécules thérapeutiques pour améliorer le taux de réponse chez les patients. Alors, en conclusion, on a vu que la leucémie myéloïde aiguë est une maladie très hétérogène sur le plan génétique et clinique. Depuis 2017, on a de nombreux médicaments qui ont été approuvés aux États-Unis et par Santé Canada. Certains sont en cours d'évaluation pour approbation ici au Canada. Le venetoclax, qui est un inhibiteur de BCL2, lorsqu'il est donné en combinaison avec un agent hypométhylant, est un traitement vraiment très efficace pour les patients non éligibles à une thérapie intensive. Et je pense que ce médicament-là, qui est étudié avec différentes combinaisons actuellement, va révolutionner le traitement d'induction de nos patients atteints de leucémie myéloïde aiguë avec moins d'effets secondaires que la chimiothérapie conventionnelle. Ça reste à évaluer dans les prochaines années. Et enfin, la recherche clinique qui étudie plusieurs combinaisons, soit de molécules chimiques ou d'immunothérapie, offre vraiment un nouvel espoir pour une médecine de précision dans les LMA. Et je crois que tous nos patients vont bénéficier de ces découvertes dans les prochaines années. Alors, j'en profite pour remercier tous nos patients atteints de leucémie et leurs familles, ainsi que le personnel qui travaille en leucémie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, un personnel vraiment dévoué pour nos patients. Les co-investigateurs de la Banque de leucémie, de cellules leucémiques du Québec, qui est un projet visant à découvrir de nouvelles thérapies pour la leucémie aiguë, et enfin les organismes subventionnaires
qui subventionne mon programme de recherche en leucémie. Alors, sur ça, ça va me faire vraiment très plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Dr. Hébert. Je parle pour moi, mais je suis certaine que c'est partagé par plusieurs personnes qui ont assisté à la présentation. C'était vraiment, vraiment très intéressant. On a déjà reçu des questions. Si certains veulent en poser, on n'a pas eu le temps de le faire. N'oubliez pas que vous pouvez aller dans la zone questions pour les écrire. Je vais commencer avec une première question qui est la greffe est-elle toujours indiquée depuis l'existence du médostorin pour la LMA avec mutation génétique FLT3? Ça, c'est une très bonne question. Alors, FLT3, c'est un gène, on l'a vu quand même présent dans presque le tiers des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. Malheureusement, on a quand même un risque de rechute qui est augmenté chez ces patients. Le midostaurin a augmenté le taux de survie chez ces patients. Malheureusement, on n'a pas atteint nos 100% et le risque de rechute reste augmenté chez ces patients. Et donc, si on a un patient qui est éligible à la greffe, c'est-à-dire en bas de 70 ans, qui a une très bonne condition physique, on va le traiter avec le midostaurin en induction, en consolidation, mais oui, on va référer ce patient pour une évaluation en allogreffe, puisque ce sera tout de même, à long terme, sa meilleure possibilité de guérison. Merci. Aussi, quels sont les effets et l'efficacité long terme des médicaments comme l'Hydrea si la personne n'a aucun symptôme? Alors, en général, on peut, chez certains de nos patients, s'orienter vers un traitement à visée palliative, c'est-à-dire qu'on veut contrôler les symptômes du patient, infection, l'anémie avec des transfusions, etc. Et on peut proposer l'Hydrea, qui est une chimiothérapie qu'on donne par voie orale à la maison, qui est en général vraiment bien tolérée. Et pour contrôler, par exemple, la blastose. Alors, des fois, ça peut nous aider à diminuer le pourcentage de blast dans le sang périphérique et dans la moelle. Et évidemment, en diminuant l'infiltration par les cellules leucémiques, mais on peut aussi diminuer les besoins transfusionnels du patient, qui va avoir moins de visites à l'hôpital pour ses transfusions, etc. Donc, l'Hydrea peut être une bonne chimiothérapie orale palliative pour diminuer les symptômes, diminuer les besoins transfusionnels chez notre patient et qui est relativement bien toléré. Parfait. Puis, après une greffe de moelle osseuse, en quoi est-il nécessaire d'injecter de la chimiothérapie par ponction lombaire? Est-ce que cela augmente les probabilités de guérison? Alors, ça, c'est une bonne question. Souvent, en général, avant la greffe, on va procéder à une ponction lombaire pour voir si la leucémie myéloïde aiguë a infiltré le liquide céphalo-rachidien. Parce que malheureusement, les traitements de préparation à la greffe, comme la chimiothérapie intensive et même la radiothérapie, ne se rendent pas dans le liquide céphalo-rachidien. Donc, on va aller faire une ponction lombaire diagnostique. Dans certains types de leucémie myéloïde aiguë, on a une augmentation du risque que la leucémie aille dans le liquide céphalo-rachidien. Donc, on va procéder à des ponctions lombaires avec une chimiothérapie dans le liquide céphalo-rachidien en prévention pour éviter, diminuer les risques de rechute à cet endroit-là parce que la chimiothérapie de préparation à la greffe ne se rend pas bien dans le liquide céphalo-rachidien et on veut éviter des rechutes à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt certains types de leucémie myéloïde aiguë. Par exemple, celles qu'on nomme les leucémies monoblastiques, par exemple. Les leucémies qui ont des taux de globules blancs très élevés ont cette tendance à aller vers le système nerveux central. Parfait, merci. Puis, on va y aller avec une dernière question qui est, est-ce que la LMA biphénotypée, oui, est diagnostiquée régulièrement? Alors, la leucémie myéloïde aiguë est différente de la leucémie biphénotypique
Alors, qu'est-ce que c'est une leucémie biphénotypique? C'est une leucémie qui a deux types de composantes lorsqu'on étudie les cellules au microscope, mais surtout aussi lorsqu'on étudie les protéines de surface des leucémies aiguës en cytométrie de flux. Elle peut avoir des composantes monoblastiques ou myéloblastiques, puis des composantes lymphoblastiques. Dans le fond, c'est un peu un mélange de leucémie myéloïde aiguë et de leucémie lymphoblastique aiguë. Et à ce moment-là, on doit adapter la chimiothérapie pour ces deux maladies. Donc, souvent, on va compléter une chimiothérapie intensive avec justement un traitement du liquide céphalo-rachidien, puisqu'entre autres, les leucémies lymphoblastiques aiguës ont tendance à aller dans le liquide céphalo-rachidien. Donc, on doit adapter un peu des modalités thérapeutiques des deux types de leucémie aiguë pour ces patients. En général, le pronostic est défavorable et si le patient est éligible, on va l'orienter vers une évaluation pour allogreffe pour consolider la rémission obtenue à l'induction et augmenter sa survie à long terme. Merci beaucoup encore, Dr. Hébert, d'avoir pris tout le temps de préparer cette présentation, de prendre le temps de répondre aux questions des gens. Donc, c'est vraiment grandement apprécié. Et ça m'a fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. S'il y en a qui ont d'autres questions, ça me fera plaisir de laisser mon courriel puis de répondre à toutes vos questions, que ce soit les patients ou les professionnels de la santé. Puis je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. On aimerait aussi remercier nos partenaires pour cet événement. Donc, merci à AbbVie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Celgene, Janssen, Merck, Paladin et Pfizer. Aussi, comme on l'a dit au début, nous sommes là pour vous aider. Donc, encore une fois, mon courriel, celui de ma collègue, notre site Internet et notre ligne téléphonique. N'hésitez surtout pas même si vous pensez peut-être que on n'est pas les bonnes personnes pour répondre aux questions, envoyez-nous-les et on va essayer de trouver la réponse ou du moins la bonne personne pour y répondre. Donc, un grand merci pour votre attention. Aussi, quand la présentation va se fermer, vous allez recevoir un questionnaire. Donc, si vous pouvez juste prendre 2 minutes pour y répondre, ça nous aide beaucoup par la suite pour bien planifier des événements qui sont en concordance avec vos intérêts. Puis sur ce, merci encore de votre présence et je vous souhaite une très belle journée.